Tout de suite, la maison de Christian avec Christian Pesset. Eh bien, bonjour, bienvenue dans la maison de Christian, la seule émission web TV qui ne vous parle exclusivement que de l'aménagement, l'entretien, l'équipement de votre maison, qu'il s'agisse d'une maison individuelle ou d'un appartement. Alors, je suis effectivement Christian Pesset, journaliste de la construction. Je suis l'auteur de nombreux ouvrages de librairie et j'en profite pour faire ma propre publicité aujourd'hui et vous parler donc et vous annoncer la sortie de mon dernier ouvrage qui s'appelle La Maison Sobre et qui est édité aux éditions Massin. Maison Sobre, vous savez bien ce que ça veut dire pour avoir une maison plus économique, moins dispendieuse, notamment en chauffage et autres frais qui peuvent intervenir dans la maison, notamment les consommations d'électricité et de gaz, etc. Alors vous retrouverez en tout cas cette émission comme chaque semaine dans le site renoinfomaison.com. C'est là d'ailleurs que vous pouvez poser vos questions sur la page Facebook dédiée, sur LinkedIn, un réseau un peu plus professionnel, et sur la plupart des plateformes de podcast et désormais sur une chaîne YouTube qui est spécifique à l'émission. Alors dans celle-ci, eh bien je vais répondre à la question de Jean-Pierre qui m'interroge sur les pergolas bioclimatiques. Il me demande les avantages, inconvénients, les éventuelles autorisations nécessaires et savoir si c'est taxable. Vous verrez que malheureusement ça l'est, mais je réserve les réponses pour dans quelques instants. Alors mon coup de cœur produit aujourd'hui, c'est une nouvelle technologie solaire pour les volets battants ou coulissants. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Mais tout de suite, je vais vous parler de la possible interdiction des chaudières gaz. Alors le sujet du jour, c'est éventuellement la question des menaces d'interdiction des chaudières gaz en rénovation. Alors depuis des mois, vous entendez parler de la menace d'interdiction donc des chaudières gaz. C'est déjà fait dans le neuf, mais qu'en est-il dans le logement ancien? Alors il y a en France près de 10 millions de chaudières gaz qui sont installées et 500 000 environ sont remplacés chaque année. Alors après s'être attaqué aux chaudières fioul, les pouvoirs publics visent maintenant celles qui fonctionnent au gaz. Alors en fait, ce n'est pas spécifiquement le combustible qui est visé, mais le taux d'émission carboné et donc de gaz à effet de serre des combustibles fossiles qui est aujourd'hui donc dans le collimateur, si j'ose dire. Alors les fabricants en sont évidemment conscients depuis longtemps et il faut dire que de vrais progrès ont été accomplis depuis au moins une dizaine d'années, voire plus, avec notamment les chaudières à condensation, les chaudières THPE, très haute performance énergétique, qui permettent un gain sur la consommation de gaz d'environ 30%. La première des solutions, pour baisser les émissions, est évidemment de réduire la consommation de combustible et de chaque appareil que vous pouvez avoir dans votre maison et surtout donc évidemment des chaudières gaz. Alors pour cela, c'est essentiellement notre aptitude à moins consommer d'énergie qui est évidemment en cause. Alors les solutions, elles existent. C'est d'abord d'isoler correctement sa maison. Et ensuite, c'est de gérer au mieux sa consommation. Avec quoi? Bien, avec notamment l'installation d'une sonde extérieure, c'est très important. Avec un thermostat programmable, si possible aujourd'hui connecté, des robinets thermostatiques à l'intérieur.
on avance le chiffre, là aussi, de 30 à 40% de gains d'économie donc de gaz et donc fatalement d'émissions de gaz à effet de serre. Une autre option pour réduire l'exploitation et l'utilisation de gaz fossiles consiste à se tourner vers le gaz vert, le biogaz, un gaz qui est issu des déchets végétaux agricoles ou des déchets végétaux de la maison qui peuvent aussi être récupérés ou des industries alimentaires et notamment de la restauration. Les spécialistes considèrent que le biogaz, il émet 10 fois moins de CO2 que le gaz fossile pour les mêmes usages, notamment évidemment le chauffage. La autre possibilité également, associer la chaudière gaz à une énergie renouvelable, ce qui va permettre de baisser donc considérablement les émissions de la chaudière. Alors, c'est l'option principalement pompe à chaleur hybride. J'en ai souvent parlé dans cette émission et vous pouvez retrouver ce thème sur les émissions antérieures que vous retrouvez évidemment sur reno-info-maison.com. Alors, c'est une solution qui permet l'exploitation optimale de deux sources d'énergie. Alors, dans cette configuration, la chaudière gaz resterait acceptée par les pouvoirs publics et même, ce qui est le cas aujourd'hui, accessible aux aides à la rénovation énergétique. Alors, les apports de l'énergie solaire sont aussi à prendre en compte, notamment pour l'eau chaude sanitaire, c'est le fameux chauffe-eau solaire. Les solutions, on le voit, restent possibles pour maintenir la chaudière gaz dans le panel des moyens de chauffage compatibles avec la décarbonation voulue de façon légitime par les pouvoirs publics, par le gouvernement. Reste maintenant tout de même à examiner quelles seraient les conséquences d'une interdiction drastique et autoritaire des chaudières gaz et leur remplacement par un chauffage électrique, en particulier par la PAC, la pompe à chaleur, parce que ça utilise évidemment de l'électricité. Alors j'ai évoqué tout à l'heure le remplacement de 500 000 chaudières annuellement et de plusieurs dizaines de millions d'entre elles si donc on devait prendre cette mesure d'interdiction. Évidemment, en les remplaçant par une PAC, évidemment, ça n'apparaît pas du tout réaliste, parce que ça ferait bondir la consommation d'électricité, alors que l'on sait la situation actuelle de notre parc nucléaire et la vision d'EPR à 5-10 ans, ou voire plus. On peut considérer que la généralisation de la PAC, excellent matériel au demeurant, entraînerait des pics de consommation qui risqueraient de nous conduire aux ruptures qu'on a craint cet hiver. Alors, s'il s'agit de produire de l'électricité par du gaz, voire par du charbon, on pourrait se demander quel serait l'intérêt écologique. Alors, je signalerai au passage la question aussi de l'entretien des PAC, de l'entretien des pompes à chaleur, plus complexe que celui des chaudières, auquel la filière de la maintenance n'est pas prête immédiatement à traiter une croissance massive et rapide du parc de pompes à chaleur. Mais il faut aussi parler des conséquences humaines et économiques qui seraient celles d'une interruption drastique de la chaudière gaz. Passer du jour au lendemain de la chaudière gaz à la PAC, ça voudrait dire donc changer radicalement de technologie. C'est pas du tout la même chose de construire une PAC et de construire une chaudière gaz, en considérant les modifications technologiques que cela apporterait, sans compter bien sûr la nécessité de former des techniciens, des hommes pour la fabrication, mais aussi
pour la maintenance. Malgré ces efforts, je pense que la filière n'y est pas du tout prête. Alors je joindrai ma voix à celle du président Bouquet du SINASAV, le syndicat national de la maintenance, et de tous les responsables, notamment de la FFB ou encore de la CAPEB, qui s'inquiètent de cela. Et le président Bouquet, il dit une phrase qui me semble tout à fait intéressante. Il l'adresse à la première ministre, hein. Il a fait une lettre ouverte. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit: Madame la Première ministre, prenez le temps de nous écouter pour vous permettre de prendre les bonnes décisions. Je crois vraiment qu'il y a là un enjeu national. Ne jetons pas aux orties la chaudière gaz. Je pense qu'elle a encore de beaux jours à nous réserver. Votre question à Christian Pesset. Alors la question, elle est celle de Jean-Pierre. Jean-Pierre, il me dit: nous avons une véranda qui est à remplacer. Le vérandaliste, on pourrait dire aussi le pergolatiste, je ne sais pas. Bien sûr, c'est souvent le même métier. Nous propose de la changer, de la remplacer par une pergola bioclimatique. Qu'est-ce que c'est exactement? Quels sont les avantages et inconvénients? Faut-il une autorisation? Est-ce taxé? Alors, je rappellerai pour commencer ce qu'est une pergola bioclimatique. C'est simplement une pergola. Donc une pergola, vous savez, ce sont généralement des madriers qui laissent passer le jour et la lumière. Il y en a aussi de métalliques, évidemment. Et donc, c'est simplement une pergola qui est dotée d'un toit, mais en lame orientable. Donc, quand elles sont complètement fermées, ça fait un toit. Quand elles sont levées, on est un peu avec une pergola classique. Alors, ça laisse passer, évidemment, plus ou moins de lumière en fonction de l'orientation. C'est effectivement une bonne solution. Alors le fait que les pergolas soient équipés, pergolas bioclimatiques, donc soient équipés de ces lames, ça en fait aussi une construction annexe de la maison. Alors on peut considérer qu'une telle construction, si elle est accolée à la maison, constitue une extension. Alors vous savez, les extensions jusqu'à 20 mètres carrés dans les régions, dans les villes ou villages qui n'ont pas de PLU, il y a juste besoin d'une autorisation de travaux et c'est extensible à 40 mètres carrés si la ville possède un PLU, ce qui est le cas de toutes les grosses agglomérations. Aujourd'hui, alors là, il y a juste besoin d'une déclaration de travaux. Au-dessus, il faut évidemment un permis de construire, ce qui est quand même un peu plus compliqué. Et si la pergola ajoutée à la surface de la maison, si l'ensemble fait plus de 150 mètres carrés, il faut le recours à un architecte et bien sûr, naturellement, un permis de construire. Alors il faut noter que fiscalement, toute construction qui appelle autorisation administrative, donc c'est le cas puisqu'il y a au minimum une déclaration de travaux, voire un permis de construire, elle est assujettie à la taxe d'aménagement, sauf si elle fait moins d'1,80 m de hauteur, ce qui est rarement le cas des pergolas, sauf peut-être si vous avez des schtroumpfs chez vous. Mais en général, elle fait plus d'1,80 m, donc il va falloir payer cette taxe d'aménagement. Alors là, écoutez-moi bien parce que c'est toujours un calcul tout à fait extraordinaire. Là, il y a une valeur forfaitaire du mètre carré, ça change tous les ans. Donc c'est la valeur forfaitaire de la taxe d'aménagement. Elle est en 2023 de 886 € pour l'ensemble de la France, sauf la région parisienne où elle est de 1004 €. Je vous rassure tout de suite, vous n'allez pas avoir à payer ce montant qui est quand même assez important. Pour connaître le montant que vous devez payer, alors il y a d'autres paramètres. C'est le département, c'est la commune également et la région. Évidemment, ça serait trop simple si c'était la même chose partout. Alors pour connaître le montant que vous devez payer, c'est presque l'âge du capitaine, il faut multiplier le montant, donc le montant de la valeur forfaitaire, par la surface,
puis appliquer le taux fixé par la commune entre 1 et 5%, majoré de celui du département, c'est généralement plafonné à 2,5%, et de la région qui est là de environ 1%. Comme aurait dit quelqu'un, non pas à vos cassettes, mais à vos calculettes. Le coup de cœur produit de Christian Pesset. Alors mon coup de cœur aujourd'hui, il est pour une nouvelle technologie développée par la marque française Sotoferm, qui évidemment son nom l'indique un peu, qui est spécialisée notamment dans les volets. Alors c'est une technologie française qui s'appelle Lumis, L-U-M-I-S, qui est étendue sur un grand nombre des modèles de la gamme donc de ce fabricant pour les modèles battants et coulissants. Battant et coulissant, c'est quand même bon de le préciser. Alors une solution qui est à mes yeux très intéressante, qui comprend des panneaux solaires, mais qui sont intégrés au volet lui-même. Je me demande pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt. Alors le capteur emmagasine l'énergie solaire et il la restitue sous forme d'électricité, tout simplement pour alimenter la motorisation de ces volets. Alors le stockage d'électricité, il est quand même très suffisant puisqu'il permet 30 cycles de fonctionnement, et ce qui correspond à 15 jours de nuit. C'est rare qu'il fasse 15 jours de nuit, en tout cas sous nos latitudes. Alors cette motorisation, elle est proposée, donc je le disais, à pas mal de volets de la gamme, notamment les volets à lame verticale et horizontale, en bois, en PVC, en alu ou mixte, alu et bois, avec ou sans bâti, ce qui veut dire pour le neuf comme pour la rénovation. Alors la motorisation, elle est pilotable par une télécommande, mais elle peut l'être aussi par votre smartphone, votre tablette, et donc cela vous permet aussi, votre smartphone évidemment, ça vous permet aussi une programmation de différents cycles automatisés qui permettent ainsi une simulation de présence. Ça c'est très intéressant. Le pilotage est même possible à distance. C'est donc la technologie Lumis qui est appliquée à 13 volets de la gamme de chez Sotoferm. Alors voilà, la maison de Christian de cette semaine touche à sa fin. Vous pourrez la retrouver bien sûr sur renoinfomaison.com, sur les principales plateformes de podcast, sur LinkedIn, sur la chaîne YouTube dédiée, et puis également sur la page Facebook de l'émission. Je vais vous dire de bien soigner votre maison, de l'entretenir, de la faire éventuellement évoluer, et comme je le dis chaque semaine, ne présumez pas de vos forces, de vos compétences et du temps à consacrer à l'intervention. En certains cas, il est préférable de faire appel à un professionnel. Bonne semaine à vous et à samedi prochain.